Bonjour chers étudiants, donc on continue le cours de l'électromagnétisme, donc je suis à la partie 3 et ce cours va être vraiment un cours très particulier parce que on va aborder l'un des résultats les plus remarquables du 19e siècle et de la physique d'une façon générale, c'est les équations de Maxwell. Donc je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a étudié l'induction découverte par Faraday et la conséquence c'était la variation d'un champ magnétique permet de créer un champ électrique. Donc Faraday a permis de faire un premier lien entre le magnétisme et l'électricité. Donc on va voir que Maxwell va se charger du reste. Il va montrer que l'électricité et le magnétisme pouvaient être unifiés en un seul et même phénomène qui est l'électromagnétisme. Autrement dit, il va démontrer que l'inverse est aussi vrai. Un champ électrique va créer lui aussi, variation d'un champ électrique avec le temps, va créer aussi du magnétisme. Et comme conséquence de ces travaux, il va résoudre l'un des énigmes qui a duré depuis très longtemps. C'est quoi la nature des ondes électromagnétiques? Donc on va voir qu'est-ce que c'est que leur nature à la fin. Je vous rappelle que pendant longtemps, on a supposé que les ondes se propagent dans un milieu hypothétique qui remplit l'espace qu'on appelle l'éther. Parce que toutes les ondes qu'on connaissait avant ont besoin d'un support pour se propager. Et Maxwell va résoudre ce problème. Albert Einstein dit de lui, la théorie de la relativité doit son origine aux équations de Maxwell. Pour vous montrer l'importance de ces travaux, Einstein, pour décorer son bureau, avait choisi le portrait de deux génies qui avaient, selon lui, le plus profondément bouleversé la physique de leur temps et notre vision du monde. L'un était celui de l'anglais Isaac Newton, père de la loi sur la gravitation, bien sûr mécanique de Newton, et l'autre, c'est ce fameux écossais James Clerk Maxwell, qui légua à l'humanité la théorie de l'électromagnétisme avant de mourir très jeune malheureusement à l'âge de 48 ans. Il est décédé en 1879, l'année de naissance d'Albert Einstein. Voilà un joli symbole de cette coïncidence de date, puisque la théorie de la relativité plonge justement ses racines dans celle de Maxwell qui l'a précédée et l'a préparée. Essayons donc de voir quel est le rapport d'Einstein en étudiant en fait l'ensemble des équations de Maxwell. Bien, donc avant d'aborder ces équations, je vous rappelle ce que c'est que l'équation de conservation de charge, d'accord? Donc c'est dans le cas statique, c'était divergence de J égale à 0, ça veut dire tout simplement en n'importe quel instant le courant est constant dans le circuit électrique. Et en régime variable, on va voir que cette équation n'est plus valable et l'équation de conservation de charge, ça sera divergence de J plus la dérivée de la densité de charge par rapport au temps égale à 0. Bon, voilà une légère démonstration de cette équation-là. Je prends un fil qui est parcouru par un courant. Par exemple, pendant la charge et la décharge d'un condensateur, le courant varie avec le temps. Donc, il y a un instant T, le courant qui rentre dans ce fil que j'ai agrandi ici n'est pas égal au courant qui sort. Supposons que I2 est supérieur à I1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de charges qui vont quitter cet élément de volume que de charges qui vont rentrer. Et donc, le courant, c'est la variation de charge par unité de temps. Comme les charges diminuent, courant positif, on va ajouter un signe moins. Or, le courant, c'est le flux de la densité de courant à travers la surface du cylindre. Donc, en écrivant cette formule, I, courant, c'est le flux de J d de S. Je remplace I par D sur D de T, l'intégrale de D de Q, qui est ρ fois D de taux. Or, le flux d'un vecteur à travers une surface est égal à la divergence des vecteurs à travers le volume entouré par la surface donnée. Donc, en faisant l'analogie avec ces deux relations, vous voyez bien que divergence de J plus 2 ρ sur D de T égale à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de conservation de charge en régime variable. Bien,
Revenons maintenant aux équations de Maxwell et je vais rappeler l'ensemble des équations qui sont connues avant Maxwell. Bon, d'abord, une petite remarque. Vous voyez que cette équation de conservation de charge va mettre en défaut le théorème d'Ampère. Parce que d'après le théorème d'Ampère, rotationnel de B égale à mesure J. Or, divergence de rotationnel de n'importe quel vecteur, c'est nul. Donc, on devrait avoir divergence de J égale à 0. Donc, il faut modifier cette équation ou bien le théorème d'Ampère n'est plus valable en régime variable. Bien. Quelles sont les équations de Maxwell dans le vide qu'on connaît déjà? Donc, il y a ce qu'on appelle le théorème de Maxwell-Gauss. Donc, c'est en fait le fameux théorème de Gauss que nous avons vu en électrostatique. Maintenant, on va l'appeler théorème de Maxwell-Gauss. Qu'est-ce que ça signifie physiquement, cette équation-là? Vous prenez une charge ponctuelle, voilà les lignes de champ. Il démarre de la charge vers l'extérieur. Si je prends n'importe quel élément de volume loin de la charge, vous voyez bien que toute ligne de champ qui rentre dans ce volume, il sort. Ça veut dire le flux à travers cet élément de surface est nul. Donc il y a autant de lignes de champ qui sortent que de lignes de champ qui rentrent. Ça veut dire tout simplement la divergence de champ en ce point doit être égale à 0. Si vous prenez maintenant un élément de volume autour de la charge, vous voyez bien que toutes les lignes de champ démarrent à partir de la charge. Donc j'aurai une divergence sera positive. Il n'y a que des lignes qui sortent. Il n'y a aucune ligne qui rentre. Et donc le flux va être non nul. Autrement dit, la divergence du champ en ce point, c'est positif. Donc voilà, la divergence, il est liée aux sources de charge électrique. Et ça nous renseigne sur la quantité de lignes de champ qui rentrent et qui sortent à travers un élément de surface donné. Prenez le cas d'un dipôle. Les lignes de champ démarrent de la charge négative vers de la charge positive vers la charge négative. Si vous prenez n'importe quel élément de volume loin des charges, là aussi vous avez autant de lignes de champ qui rentrent que de lignes de champ qui sortent. Ça veut dire, si je calcule la divergence en ce point, je trouve 0. En ce point, 0. N'importe quel point loin des charges, c'est 0. Sauf au voisinage de la charge positive, j'ai une divergence qui est positive. Il y a plus de lignes de champ qui sortent parce que j'ai une charge positive. Alors que ici, vous avez une divergence qui est négative. Il n'y a que des lignes de champ qui rentrent parce que j'ai une charge qui est négative. Donc la divergence est liée aux sources de champ électrique qui est les charges dans ce cas-là. Et vous avez des charges positives et des charges négatives. Voilà la première équation qui n'est autre que le théorème de Gauss, se forme locale, c'est cette-là, se forme intégrale bien sûr, si le flux de E est égal à la somme des charges intérieures divisé par epsilon 0. Deuxième équation, c'est ce qu'on appelle l'équation de flux magnétique. Donc si je prends maintenant le champ magnétique, par exemple créé par un solénoïde, vous voyez maintenant que n'importe quel élément de volume, vous le placez partout, vous avez toujours autant de lignes de champ qui rentrent que de lignes de champ qui sortent. Soit loin du courant, soit même au milieu de solénoïde. Et donc, dans ce cas-là, la divergence partout, elle est nulle. Autrement dit, on parle d'un champ magnétique à flux conservatif. Et sa signification physique, c'est qu'il n'y a pas de charge magnétique. On ne peut pas isoler un pôle magnétique. Vous avez toujours un dipôle magnétique est formé toujours par un pôle nord et par un pôle sud. D'accord? Le pôle nord, c'est le pôle par lequel les lignes de champ sortent, et le pôle sud, le pôle par lequel les lignes de champ rentrent. La deuxième équation de Maxwell, c'est ce qu'on appelle le flux magnétique, et l'équation de flux magnétique qui symbolise que le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée, elle est nulle. Donc là, elle est valable aussi, quel que soit le régime, soit statique, soit variable. Troisième, c'est l'équation que nous avons établie, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, donc qui tient compte tout simplement des phénomènes d'induction. Et nous avons montré que la variation d'un champ magnétique permet de créer un champ électrique. Et donc, M. Faraday a permis un premier lien entre le magnétisme et l'électricité. Bien, donc voilà les équations que nous connaissons déjà jusqu'à maintenant. Maintenant, nous avons vu que le théorème d'Ampère n'est plus valable. Donc il y a une contradiction entre le théorème d'Ampère et la loi de conservation de charge dans le régime variable.
Voilà notre exemple qui permet de montrer que le théorème d'Ampère n'est plus valable. Vous prenez un condensateur plan, d'accord, et supposons qu'on est par exemple dans l'étape de la charge du condensateur. Si je calcule le champ au voisinage de ce fil, qu'on peut considérer comme un fil infini, on voit bien que la circulation de B est non nulle. Il y a un courant qui traverse le contour gamma. Et le courant, c'est le flux de J à travers n'importe quelle surface entourée par gamma. Et j'ai le choix de choisir cette surface. Donc je prends un autre cercle ici. J'ai toujours la circulation est égale à mu0 I. Vous avez un courant qui traverse gamma. Mais je peux choisir aussi la surface qui s'appuie sur gamma, cette surface S2. Là aussi, sur la surface S2, elle est parcourue par un courant I. Donc j'ai toujours, la formule est bien vérifiée, circulation de B égale à mu0 I. Problème sur S3. Si je prends maintenant la surface S3 qui passe au milieu du condensateur, normalement, je dois avoir toujours la circulation de B de L, c'est mu0, le flux de G à travers cette surface. Or, pour cette surface, il n'y a aucun courant qui traverse cette surface-là. Donc, problème. Il y a un problème. Le flux de J D de S est égal à 0 à travers la surface S3. Or, normalement, le flux de J à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma doit être toujours égal à mu0 I. Donc, on va voir qu'à la fin, on va essayer de résoudre cette énigme-là. Bien. Revenons à la prédiction géniale de Maxwell. Donc, Maxwell, lui, il va essayer de concilier le théorème d'Ampère avec l'équation de conservation de charge. C'est là où il y a le problème. Donc, pour lui, pour ne pas avoir une contradiction, je vous rappelle que son apport au départ, il était purement théorique, puisque c'était un grand mathématicien, et on va voir que sa théorie, dans la suite, il est bien sûr confirmée expérimentalement. Pour ne pas avoir une contradiction avec l'équation de conservation de charge, Maxwell va remplacer cette densité de courant par une densité de courant totale, qui va noter J. Il va ajouter un terme supplémentaire. Donc, cette équation ne marche pas, ça veut dire qu'il manque un terme. Ce terme, pour le moment, on va l'appeler X ou bien J indice D. Et il faut que maintenant que l'équation de conservation de charge soit conforme avec les trois équations précédentes, en particulier le théorème de Gauss et l'équation de conservation de charge. D'après le théorème de Gauss, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Je calcule la dérivée de ρ par rapport au temps, c'est epsilon 0 fois la dérivée de divergence de E. Et d'après l'équation de conservation de charge, j'ai divergence de J plus d de ρ sur d de t égale à 0. Donc, je combine ces deux équations-là. Je trouve divergence de J plus, je remplace d de ρ pas sur 2t par sa valeur. Je trouve divergence d'un J plus un terme qu'on cherche égal à 0. Donc, si on pose cette densité de courant totale au lieu de G libre uniquement, on va la poser ce terme-là. On va trouver divergence de J totale égale à 0 et ce J, et il vérifie l'équation de conservation de charge. Donc le problème est résolu, mais à condition d'introduire une densité de courant, un nouveau terme supplémentaire qu'on va appeler G indice D et on va l'appeler densité de courant de déplacement. Vous voyez bien que ce n'est pas des charges qui se déplacent. On l'appelle densité de courant parce qu'il va jouer le même rôle de point de vue physique que des densités de courant. Ça veut dire qu'il va créer un champ magnétique au même titre qu'une densité de courant. Donc ce terme-là, qui a été introduit par Maxwell, va résoudre le problème du théorème d'Ampère. Et là, vous voyez quelque chose qui est nouveau. Donc Faraday a permis de montrer que la variation d'un champ magnétique permet de créer de l'électricité. Eh bien, M. Maxwell montre tout simplement l'inverse, que si j'ai un champ électrique qui varie avec le temps, c'est équivalent à une densité de courant et par conséquent, il va créer un champ magnétique. Et la boucle est bouclée. Donc ce terme epsilon 0 d de E sur d de t qui est homogène à une densité de courant est lié à la variation du champ électrique. On obtient ainsi la généralisation, autrement dit la quatrième équation qui manque, qui est l'équation de Maxwell-Ampère qui nous dit rotationnel de B égale à mu0 J plus epsilon 0 d de E sur d de t. Un champ électrique variable engendre un champ magnétique et ça changera tout.
Donc les équations de Maxwell, au départ, il y avait formé par une vingtaine d'équations, mais comme étant un grand mathématicien, en utilisant les opérateurs, il les a réunies sous forme de 4 équations qui sont vraiment le summum ou le résultat qui résume tout ce que nous avons vu en électrostatique ou magnétostatique dans l'induction électromagnétique. Autrement dit, il résume l'électromagnétisme. Et ils sont de 4. Théorème de Gauss, flux du champ magnétique nul, l'induction électromagnétique, rotationnelle de E égale à moins d de B sur d de t, et la contribution de Maxwell, la variation d'un champ électrique avec le temps, permet de créer un champ magnétique, autrement dit le théorème d'Ampère généralisé. Ce que j'ai noté en bleu, ce sont les termes supplémentaires qui sont introduits dans le cas des régimes variables. Et vous voyez maintenant qu'on ne peut plus parler d'électrostatique et de magnétostatique. Parce que dès qu'il y a électrostatique, vous aurez un terme magnétique, et dès qu'il y a magnétostatique, vous avez un terme électrique. Et donc, en fait, il n'existe plus de champ électrique au champ magnétique, mais un champ électromagnétique qui a une composante électrique et une composante magnétique. Voilà la forme intégrale de ces 4 équations. La première, bien sûr, le théorème de Gauss. La deuxième, le flux est égal à 0. La circulation du champ électrique sur un contour fermé n'est plus nulle. Dans le cas des régimes variables, il est lié à moins dérivé du temps fois le flux de B d de S. Et la circulation du champ magnétique est égale à mesure de la sommation du courant libre plus epsilon 0, la dérivée par rapport au temps du flux du champ électrique. Donc voilà ces 4 fameuses équations de Maxwell. Mais pourquoi elles sont si importantes? Bien sûr, d'abord, elles résument, ils ont montré qu'on ne peut plus parler d'électrostatique et magnétostatique, mais les deux formes, ce sont deux aspects d'une même réalité, mais vous allez voir, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Maintenant, revenons au cas du condensateur. Est-ce que le problème est résolu sur la surface S3? Essayons d'appliquer le théorème d'Ampère généralisé sur la surface S3. Bien sûr, pendant la charge, vous avez un champ électrique entre les armatures. Nous avons montré que le champ à l'intérieur d'un condensateur plan, c'est sigma sur epsilon 0. Le théorème d'Ampère généralisé nous dit que la circulation de B sur ce contour est égale à mu0 la sommation du courant qui traverse le contour I plus epsilon 0 d sur dt fois le flux de E d de S. Si je prends maintenant le contour au milieu, ou bien je prends cette surface-là, il n'y a aucun courant qui traverse cette surface, le premier terme est nul. Maintenant, on va calculer le deuxième terme. Le flux de E d de S à travers cette surface-là, vous voyez bien sûr, le champ n'existe qu'à l'intérieur du condensateur, à l'extérieur il est nul. Donc je remplace le champ par sigma sur epsilon 0, sa dérivée ça sera d de E sur d de t, et vous remplacez E par sigma, il va vous rester tout simplement mu0 d de Q sur d de t. Or c'est quoi d de Q sur d de t? Il n'est autre que le courant électrique. Eh bien on retrouve que la circulation de B est exactement égale à mu0 I. Le problème est donc résolu. Bien. Donc les équations de Maxwell nous ont montré que quoi? Qu'un champ électrique variable permet de créer un champ magnétique et champ magnétique permet de créer un champ électrique. Il en résulte donc un phénomène de propagation. Vous créez le premier, un champ électrique variable va engendrer un champ magnétique variable, lui-même va engendrer un champ électrique et ainsi de suite. Le champ électromagnétique va se propager dans l'espace. Ainsi, Maxwell, qui était élève de Faraday, est le premier qui a entrevu l'existence des ondes électromagnétiques. Théoriquement, il a imaginé ces ondes électromagnétiques parce que, d'après lui, d'après ses équations, dès que j'ai créé un champ électrique variable, il va créer un champ magnétique variable et ainsi de suite. Mais si je prends les 4 équations, non pas une à une, mais on essaye de les mélanger. Je calcule le Laplacien de E. Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur ces équations-là prochainement. On peut, mais vous pouvez me faire confiance, on peut montrer que le Laplacien de E moins epsilon 0 mesure d carré de E sur dt carré égale à 0. C'est-à-dire, en jouant avec les 4 équations, on peut déterminer l'équation de propagation du champ électrique. Et là, ça ressemble à des équations qu'on connaît déjà avant. Les équations de propagation de la corde vibrante s'écrivent sous la forme
Laplacien de x moins 1 sur v carré d carré sur dt carré de x. Ça veut dire que le champ électrique va se propager avec une vitesse telle que 1 sur v carré égale epsilon 0 mu 0. Essayons de calculer cette vitesse. Vous savez que 4pi epsilon 0 c'est 1 sur 9 10 puissance 9. Mu 0 c'est 4pi 10 moins 7. Je calcule epsilon 0 mu 0. Ça me donne ce terme. Je simplifie par 4pi et ça me donne exactement 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors là, je vous laisse apprécier la gloire ou bien, je ne sais pas moi, le sentiment de Maxwell. Le moment où il a calculé cette vitesse, il a trouvé 3 10 puissance 8. C'est quoi ce 3 10 puissance 8? Oh là là, c'est vraiment la vitesse de la lumière. Et donc, voilà un problème qui est résolu une fois pour toutes. La lumière, c'est tout simplement une onde électromagnétique. Donc c'est un champ électrique et champ magnétique qui se propage dans le vide. Il n'a pas besoin de support matériel, il n'y a pas d'éther. Il se propage dans le vide avec la vitesse qui est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc théoriquement, il a montré que le champ électrique et le champ magnétique peuvent se propager dans le vide. Malheureusement, il est décédé avant de voir sa prédiction concrétisée par Hertz en 1700, je crois, 92. Et il a réussi à propager une onde sur une distance de 1 mètre entre un émetteur et un récepteur. Et tout l'ère de la télécommunication a débuté grâce aux travaux de Maxwell. Donc voilà pour cette vidéo-là. Je vous laisse et à très bientôt pour la suite qui est l'induction, phénomène d'induction, auto-induction, énergie magnétique. Vraiment, je vous laisse apprécier ce moment et à très bientôt.